Dans l'obscurité des coulisses diplomatiques, quelque chose de monumental a basculé. Ce n'est pas un simple accord, ni une déclaration de principe, mais un séisme politique silencieux qui redéfinit des alliances, bouleverse des destins et dessine les contours d'un avenir incertain pour des millions. Le monde tremble-t-il déjà sur ses fondations? Nous allons décortiquer ensemble ce qui se trame loin des projecteurs, là où le vrai pouvoir se joue. Question à vous? Écrivez d'où vous nous regardez. Pays et ville. Sans avertissement clair pour le grand public, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, a déclenché une série de manœuvres militaires d'une ampleur inédite en Europe de l'Est. Des milliers de soldats, d'équipements lourds et d'aéronefs ont été déployés en un temps record, de la mer Baltique aux Balkans. Cette mobilisation massive, baptisée «étape de détermination», vise officiellement à tester la capacité de réaction rapide de l'Alliance face à une menace hybride croissante. Les exercices incluent des scénarios de cyberattaques de grande envergure, des opérations de désinformation et des incursions conventionnelles sur plusieurs fronts simultanément. Des bases aériennes en Pologne, en Roumanie et dans les États baltes ont vu affluer un volume de matériel jamais atteint depuis la fin de la guerre froide. Des navires de guerre patrouillent activement en mer Noire, tandis que des systèmes de défense antimissiles avancés sont mis en position. Les forces de déploiement rapide de l'OTAN, composées d'éléments terrestres, navals et aériens, ont été mises en alerte maximale, prêtes à intervenir en moins de 48 heures. Cette décision intervient dans un contexte de tensions exacerbées aux frontières orientales de l'Alliance, notamment avec un grand voisin à l'Est et l'escalade de la situation géopolitique autour de la zone de conflit, territoire instable. Les observateurs internationaux s'interrogent. S'agit-il d'une démonstration de force habituelle ou d'un prélude à quelque chose de plus grave? La rapidité et la coordination de ces manœuvres sont stupéfiantes. Elles soulignent une volonté claire de projeter la puissance et de rassurer les alliés les plus exposés. Mais cela ne risque-t-il pas d'être perçu comme une provocation majeure de l'autre côté? Quelles ont été les réactions immédiates? Le Kremlin a qualifié ces manœuvres de déploiement déstabilisateur, intensifiant sa propre rhétorique et organisant des contre-exercices dans la région. Les signaux sont clairs, les blocs se positionnent. Question à vous, où vous regardez maintenant? Écrivez votre ville et pays. Pourquoi toute cette agitation importe-t-elle maintenant? Ce déploiement colossal n'est pas qu'une simple démonstration de muscles. Il signale un changement profond dans la perception de la sécurité mondiale. Les frontières géopolitiques sont en train de se redessiner sous nos yeux, et cette étape de détermination est un signal puissant envoyé à tous les acteurs. Pour les citoyens, cela signifie une instabilité accrue, des marchés boursiers nerveux et des risques de tensions accrues à nos portes. La sécurité énergétique est menacée, les chaînes d'approvisionnement mondiales sous pression. Nous pourrions voir une accélération de la course à l'armement, des investissements massifs dans la défense et une révision des budgets nationaux. Les alliances basculent. Les partenariats commerciaux sont réévalués. Pensez à l'impact sur les prix du pétrole et sur nos factures d'énergie. Que feriez-vous si votre quotidien était bouleversé par ces dynamiques de pouvoir? Imaginez une famille ordinaire, planifiant son avenir, ses enfants. Tout cela devient une danse précaire à l'ombre des grandes puissances. Les économies nationales sont directement impactées. Les entreprises s'inquiètent. Les citoyens s'interrogent sur leur propre sécurité. Cette situation nous ramène au pire moment du siècle dernier. Avons-nous tiré toutes les leçons de l'histoire? L'escalade est une pente glissante. La diplomatie semble parfois mise de côté. La prudence fait alors place à la force. C'est une période de grande incertitude. La question est, sommes-nous prêts à affronter ces défis? Nos dirigeants ont-ils une vision claire? Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la situation dans la région frontalière entre l'Est et l'Ouest? Soyez précis. Les versions concernant ces manœuvres divergent grandement. Officiellement, l'OTAN affirme qu'il s'agit d'exercices défensifs, strictement planifiés pour tester et renforcer la capacité de l'Alliance à protéger ses membres. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que ces actions sont une réponse légitime à l'agressivité croissante, perçue venant de l'Est et aux tentatives de déstabilisation dans la région. Il insiste sur le caractère dissuasif de ces exercices visant à prévenir toute escalade.
Les pays hôtes, comme la Pologne et les États baltes, soutiennent fermement cette position, y voyant une garantie essentielle pour leur souveraineté face à une menace persistante. Ils évoquent la nécessité de montrer patte blanche, de ne laisser aucun doute sur la solidarité de l'Alliance. Ils insistent sur le fait que la force est le seul langage compris par certaines parties prenantes. Cependant, du côté du grand voisin à l'Est, le discours est radicalement différent. Le ministère de la Défense a qualifié ces manœuvres d'actes provocateurs et menaçants, remettant en question les intentions pacifiques de l'OTAN. Des porte-paroles officiels ont suggéré que ces exercices pourraient être une préparation à des opérations offensives, ou du moins une tentative d'étendre l'influence de l'Alliance dangereusement près de ses frontières. Selon les analystes proches du Kremlin, il s'agit d'une tentative flagrante d'encercler et d'isoler le grand voisin, une nouvelle étape dans une confrontation que certains jugent inévitable. Ces voix s'inquiètent d'une dynamique de guerre froide, ravivant les vieux démons de la confrontation idéologique. Elles pointent du doigt une expansion progressive de l'OTAN vers l'Est, perçue comme une menace existentielle. Les experts indépendants, quant à eux, offrent un éventail de perspectives. Certains estiment que ces manœuvres sont une réponse nécessaire, bien que tardive, à une politique de puissance agressive et à la violation du droit international dans la région de l'ancienne patrie soviétique. Ils considèrent que la démonstration de force est la seule voie viable pour restaurer un certain équilibre. D'autres analystes tempèrent ce jugement, craignant que de telles provocations ne fassent qu'alimenter le cycle de l'escalade, rendant la négociation plus difficile. Ils mettent en garde contre le risque de malentendus ou d'erreurs de calcul pouvant mener à un conflit ouvert. Ils suggèrent que la diplomatie secrète, les canaux de communication discrets, pourraient être sapés par un tel déploiement de puissance. Et n'oublions pas les économistes. Pour eux, ces manœuvres génèrent une incertitude économique massive, décourageant les investissements et mettant à l'épreuve la résilience des marchés mondiaux. Qui a raison? Qui dit vrai? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région de l'Europe de l'Est? Un seul intervenant ou un seul média? Pour comprendre l'ampleur de la situation actuelle, il est utile de se pencher sur le passé. Les manœuvres militaires, aussi impressionnantes soient-elles, ne sont pas nouvelles sur la scène internationale. Pensez à l'opération Reforgée pendant la guerre froide, lorsque des milliers de troupes américaines et leurs équipements étaient régulièrement déployés en Europe de l'Ouest pour simuler une défense contre une invasion soviétique. Ces exercices massifs envoyaient des signaux clairs à Moscou et renforçaient la cohésion de l'OTAN. Une autre analogie pertinente pourrait être les crises des missiles des années 1960. Bien que le contexte soit différent, l'escalade des tensions et les démonstrations de force nucléaire ont poussé le monde au bord du précipice avant que la diplomatie ne reprenne le dessus dans un ultime effort. Aujourd'hui, nous voyons une répétition de cette danse dangereuse, mais avec de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies. L'histoire est-elle condamnée à se répéter? Ou avons-nous enfin appris de nos erreurs passées et pouvons-nous espérer un dénouement différent? La question reste en suspens. Quel événement dans la région des États baltes est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. L'escalade des tensions ne se limite pas à des manœuvres militaires grandioses et les rhétoriques enflammées. Un aspect souvent sous-estimé par les médias généralistes est la guerre de l'information et les cyberattaques. En parallèle des mouvements de troupes, une campagne intense de désinformation est menée sur les réseaux sociaux et les plateformes d'actualité alternatives. Des milliers de faux comptes diffusent des récits contradictoires, semant le doute et la confusion au sein des populations alliées. Ces opérations de false flag visent à éroder la confiance du public envers les institutions officielles et à polariser davantage les sociétés. Les cyberattaques, ciblant les infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes bancaires, transports, sont devenues monnaie courante, bien que souvent non attribuées publiquement pour éviter une escalade directe. Ces attaques, souvent menées par des acteurs étatiques ou des groupes proxy, testent les défenses nationales et peuvent paralyser un pays sans tirer un seul coup de feu. L'impact de cette guerre grise est profond, car elle sape la résilience des nations de l'intérieur, rendant difficile toute réponse unifiée face à une menace conventionnelle. La résilience cybernétique est devenue une composante clé de la sécurité nationale,
et les investissements dans ce domaine ont explosé. Des unités de cyberdéfense sont désormais intégrées aux exercices militaires de l'OTAN, simulant des ripostes à des attaques sophistiquées sur les systèmes de commandement et de contrôle. Il s'agit d'une dimension invisible du conflit, mais dont l'importance stratégique est colossale. La maîtrise de l'information et du cyberespace est perçue comme un avantage décisif dans toute confrontation moderne. De plus, l'économie de guerre commence à se profiler. Au-delà des budgets de défense revus à la hausse, des entreprises sont réquisitionnées ou réorientent leur production vers des biens stratégiques. Les chaînes d'approvisionnement des matériaux critiques, des semi-conducteurs aux terres rares, sont sous une pression sans précédent, entraînant des pénuries et une inflation structurelle. Les pays dépendants de l'importation de gaz et de pétrole de l'Est cherchent désespérément des alternatives, ce qui se traduit par des accords énergétiques massifs avec des pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Amérique du Nord, souvent à des prix très élevés. Cette diversification énergétique est une priorité absolue, non seulement pour la sécurité d'approvisionnement, mais aussi comme un levier géopolitique, réduisant la dépendance vis-à-vis des sources traditionnellement contrôlées par le grand voisin. Néanmoins, cette transition ne se fait pas sans heurts et soulève des questions environnementales et sociales complexes. Les industries de défense, quant à elles, connaissent un âge d'or, avec des carnets de commandes pleins pour les années à venir. Les transferts technologiques et les programmes de recherche et développement dans le domaine militaire s'accélèrent, stimulant l'innovation, mais aussi la compétition pour les talents entre le secteur public et privé. L'effet spillover sur l'économie civile, avec des innovations militaires qui trouvent des applications commerciales, est souvent vanté, mais il ne masque pas les coûts sociaux d'une économie réorientée vers la confrontation. Un autre aspect crucial et souvent négligé est la diplomatie parallèle et les canaux de communication discrets. Malgré la rhétorique publique virulente, des contacts informels perdurent en coulisses. Des émissaires spéciaux, souvent d'anciens hauts fonctionnaires ou des universitaires respectés, servent de pont entre les parties belligérantes, explorant des pistes de désescalade ou des compromis qui ne pourraient jamais être discutés ouvertement. Ces track-to diplomatie sont essentielles pour éviter une erreur de calcul cataclysmique. Elles opèrent dans l'ombre, loin des médias et de la pression de l'opinion publique. Les rencontres secrètes entre des chefs d'état-major, des responsables des renseignements ou des diplomates sont plus fréquentes qu'on ne le pense. L'enjeu est de maintenir au minimum un filet de sécurité, une ligne rouge invisible pour empêcher un débordement incontrôlable. Ce travail de l'ombre est souvent ingrat et les succès sont rares et discrets, mais ces échecs peuvent avoir des conséquences désastreuses. Les observateurs attentifs recherchent les signes de ces dialogues cachés. Une visite inattendue d'un ministre dans une capitale lointaine, une déclaration ambiguë ou un message transmis par un pays tiers. Le rôle des organisations internationales non gouvernementales, ONG, est également vital. Des groupes de réflexion, des organisations humanitaires ou des entités de promotion des droits de l'homme continuent d'opérer, souvent dans des conditions difficiles, pour documenter les abus, fournir de l'aide et tenter de maintenir un dialogue entre les différentes factions. Elles servent de témoins indépendants et de voix pour les populations affectées par le conflit. Leur travail est un contrepoids essentiel à la propagande et à la désinformation, fournissant des informations vérifiées et des analyses objectives. Elles exercent une pression morale sur les belligérants et les gouvernements, les poussant à respecter le droit international et à protéger les civils. Cependant, leur portée est limitée et leur capacité d'action dépend souvent de la bonne volonté des États. La mobilisation des opinions publiques joue un rôle non négligeable. Dans les pays de l'OTAN, les gouvernements s'efforcent de renforcer la cohésion nationale et le soutien aux efforts de défense. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour expliquer la nature des menaces et la nécessité d'investissements militaires. Des récits nationaux sont renforcés, mettant en avant la démocratie, la liberté et les valeurs communes face à l'autoritarisme. En revanche, dans le grand voisin à l'Est, la propagande est omniprésente, présentant l'OTAN comme une organisation agressive et expansionniste, justifiant ainsi les actions du gouvernement comme une légitime défense. La population est invitée à soutenir l'effort national,
souvent au détriment des libertés individuelles. La bataille des idées est aussi intense que la bataille sur le terrain, chaque camp cherchant à remporter le soutien de sa propre population et à influencer les opinions internationales. Les réseaux sociaux sont un champ de bataille privilégié pour cette guerre de l'information, où les algorithmes et les caméras d'écho amplifient les récits partisans. La capacité de distinguer le vrai du faux est devenue une compétence cruciale pour les citoyens. Les conséquences environnementales et sanitaires de ces manœuvres et de l'escalade militaire sont également préoccupantes. Les exercices à grande échelle ont un impact significatif sur les écosystèmes locaux, avec le déplacement d'animaux sauvages, la pollution sonore et chimique et l'épuisement des ressources naturelles. En cas de conflit ouvert, les destructions seraient massives, affectant durablement la qualité de l'air, de l'eau et des sols. La santé mentale des populations est également mise à rude épreuve, avec des niveaux de stress et d'anxiété en augmentation constante. Les travailleurs de la santé et les systèmes de santé publique sont sous-financés et dépassés par la demande, tandis que l'accès aux soins est compromis dans les zones de conflit. Cette dimension humaine de la crise est souvent éclipsée par les analyses géopolitiques et militaires, mais elle représente un coût immense pour les sociétés concernées. Enfin, l'avenir des alliances régionales est en jeu. Alors que l'OTAN se consolide et s'étend, d'autres blocs régionaux, comme l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, menée par le grand voisin, voient leur influence testée et leur cohésion remise en question. Des pays qui naviguaient traditionnellement entre les deux blocs sont désormais contraints de choisir leur camp, ce qui peut entraîner des repositionnements géopolitiques complexes et potentiellement instables. L'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie centrale sont de plus en plus courtisées par les grandes puissances, qui cherchent à s'assurer des alliés et des ressources vitales. La compétition pour l'influence mondiale s'intensifie, se manifestant par des investissements stratégiques, des accords commerciaux préférentiels et des transferts d'armes. La fragmentation du monde en blocs rivaux, une tendance déjà visible avant la crise actuelle, est désormais une réalité indéniable, avec des implications à long terme pour la paix et la prospérité mondiale. Alors, que va-t-il se passer ensuite? La première étape clé est la conclusion officielle de ces manœuvres de l'OTAN, prévues dans les prochaines semaines. La manière dont elles se termineront, la communication qui les accompagnera, sera cruciale. Attendez-vous à une série de déclarations des deux côtés, chacun tentant de revendiquer une victoire ou de justifier sa position. Ensuite, gardez un œil attentif sur les réactions économiques. Les marchés continueront-ils à donner des signes de nervosité? Les prix de l'énergie vont-ils se stabiliser ou grimper en flèche? Une autre échéance importante sera la prochaine réunion des dirigeants de l'OTAN, où les leçons tirées de ces exercices seront débattues. Des décisions importantes pourraient être prises concernant les futurs déploiements et la posture de défense de l'Alliance. Mais ce n'est pas tout. Le grand voisin oriental mènera probablement ses propres contre-exercices. L'escalade des rhétoriques se poursuivra. Les médias nationaux amplifieront chaque rumeur. Dans la zone de conflit, les analystes scrutent chaque mouvement. Chaque décision politique aura un impact direct sur la vie des populations locales. Il est impératif de rester vigilant et de comprendre les enjeux. Votre pronostic sur la date du prochain grand sommet visant à désamorcer les tensions? Mois, années et raison. La question essentielle demeure. Ces manœuvres militaires d'envergure sont-elles vraiment le chemin vers la sécurité ou une danse dangereuse au bord du précipice? Et quel rôle les citoyens du monde peuvent-ils jouer dans cette équation? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. Activez la cloche des notifications pour être les premiers informés. Partagez cette vidéo pour éclairer vos amis et votre famille sur les enjeux réels. Votre implication est notre force. Votre participation, essentielle à un débat éclairé. Rejoignez notre communauté de curieux passionnés.